Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en cette année 2067 sur Radio Histoire, la radio du pouvoir. J'espère que vous êtes chaud bouillant, éteignez les clim et couvrez-vous car aujourd'hui on se plonge dans la guerre froide. Et avant de débuter cette merveilleuse émission, quoi de mieux qu'une petite explication sur le fonctionnement de notre radio pour tous les nouveaux auditeurs qui nous découvrent. Radio Histoire, la radio du pouvoir. Les nouvelles technologies ont permis aux intelligences artificielles de recréer, par voie de synthèse, les idéaux de figures historiques partis trop tôt. Ainsi, une équipe de génies ont monté une radio sur ce principe même. À travers cette émission, vous serez replongé dans le passé. Accrochez-vous, le voyage commence. Radio Histoire, la radio du pouvoir. Eh bien, merci à toi Aurélie pour cette incroyable présentation, j'en ai toujours des frissons. Bon eh bien, un peu plus de sérieux maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Eh bien la guerre froide, c'est bien, c'est pas tout chaud, mais c'est quoi la problématique Gérard ? Comment la guerre froide et la décolonisation ont-elles favorisé l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène internationale ? L'émergence du tiers-monde remet-elle en cause la bipolarisation du monde ? Merci Gérard. Voilà, donc aujourd'hui on va se pencher sur toute cette période historique entre 1947 et 1991. Nous nous intéresserons également au processus de décolonisation donnant naissance à de nouveaux États tentant d'imposer leurs indépendances face aux deux superpuissances, l'URSS pour le bloc de l'Est et les États-Unis pour le bloc de l'Ouest. Cela nous permettra d'étudier les dynamiques à l'origine d'un nouvel équilibre des puissances, ainsi que l'affirmation de la Chine de Mao comme nouvel acteur communiste et les conflits endémiques au Proche et Moyen-Orient. Mais je vous propose avant de commencer de voir un petit peu dans quel contexte cette guerre froide s'est déclenchée. Et on accueille l'historien Pierre Grosset sur le plateau pour nous parler de ce monde divisé en deux blocs, l'Est et l'Ouest. Merci Cédric. La guerre froide se caractérise par un conflit idéologique opposant deux modèles de société, le modèle américain libéral et le modèle soviétique communiste. Ces deux grands dotés de l'arme nucléaire dominent leurs camps respectifs et chaque pays du monde est censé choisir un camp. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis s'imposent comme la première puissance militaire avec le monopole de l'arme atomique jusqu'en 1949. Le pays possède 2/3 du stock d'or et le dollar est la monnaie d'échange internationale. Suite à la défaite des dictatures fascistes en 1945, la démocratie libérale états-unienne vend le mode de vie américain, The American Way of Life, ainsi que le rêve, The American Dream. Nouvelle terre promise, les États-Unis sont à la mode. De son côté, l'URSS a gagné la lutte contre l'Allemagne hitlérienne grâce à sa supériorité numérique en hommes et son armement lourd. Par son modèle idéologique, économique et social, cette dictature communiste d'un point de vue aussi bien politique qu'économique prétend supprimer les injustices sociales. Mais en réalité, il y a une paupérisation de la population avec une croissance accrue des inégalités sociales, notamment entre les apparatchiks, communistes et membres de la nomenklatura, qui s'enrichissent tandis que le reste de la population, pauvre et démoralisée, sombre dans l'alcoolisme. Merci. Et à partir de quand peut-on parler réellement d'une guerre froide ? Lors du discours de Fulton en 1946, le Premier ministre britannique Winston Churchill a dénoncé la division du monde entre deux camps, séparés par un rideau de fer. Suite à l'échec du blocus de Berlin, l'Allemagne se retrouve divisée en deux pays distincts. D'un côté, la RFA, capitaliste, située à l'ouest, de l'autre, la RDA, communiste, située à l'est. L'Europe devient donc entièrement partagée entre les deux superpuissances, tandis que le reste du monde devient le terrain de jeu de la guerre froide. Les États-Unis cherchent à éviter que l'URSS ne devienne trop puissante en Europe. Pour cela, ils proposent en 1947 un plan d'aide aux pays européens pour la reconstruction, le plan Marshall. 13 milliards de dollars, soit 100 milliards de dollars actuels, ont servi à reconstruire rapidement 16 pays européens en réponse à l'Organisation européenne de coopération économique, OECE, qui devront ensuite acheter des produits issus de l'industrie américaine. L'URSS et ses États satellites rejettent le plan Marshall. Lénine souhaitait exporter la révolution, mais Staline bascule sur une stratégie défensive. Voulant éviter une nouvelle invasion, il forme le Glacis Protecteur, périmètre de sécurité formé d'États satellites et menacé par le plan Marshall. Chaque État est amené à choisir son camp en acceptant ou non le plan Marshall. Le Cominform, créé par Yanov, coordonne les partis communistes dans les démocraties populaires de l'Europe de l'Est. C'est par cet aspect que l'année 1947 est considérée comme le début de la guerre froide.
Les pays d'Europe de l'Est se lient en 1949 par le Comecon, calquant les économies locales sur le modèle soviétique et augmentant le pouvoir de Staline. Sur le plan de la scène mondiale, les États-Unis commencent à s'affronter en Asie. Suite à la prise de Pékin par Mao, la Chine bascule dans le camp soviétique. Le Japon est donc élevé au rang d'allié des États-Unis afin d'éviter plus de pertes territoriales en Asie. 3 années de guerre en Corée, entre 1950 et 1953, la laissent divisée en deux, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Au final, la majorité de l'Asie rejoint le bloc de l'Est. Au cours des années 1960, c'est l'Amérique latine qui devient le nouveau théâtre des opérations de la guerre froide. Cuba est dirigé par Fidel Castro depuis 1959, allié de l'URSS. Cependant, la majorité de l'Amérique latine soutient les États-Unis avec de nombreuses dictatures anticommunistes, notamment au Brésil et en Argentine. La CIA aide le général Pinochet à effectuer un coup d'État en 1973 au Chili pour chasser le président élu par le peuple, Salvador Allende, trop proche du bloc de l'Est. Après avoir obtenu son indépendance essentiellement au cours des années 1960, l'Afrique devient au cours des années 70 l'objet d'une lutte d'influence entre les deux superpuissances. Certains pays tels que le Bénin, l'Algérie et Madagascar rejoignent le camp communiste. Une minorité telle que la Tunisie et le Soudan reste neutre, tandis que la majorité des pays africains soutiennent le camp occidental. Aucun continent, désormais, ni plus qu'aucun milieu, terre, mer, air, espace ou secteur, sciences, sport, cinéma, n'est épargné par la guerre froide. Il existe également des modèles communistes alternatifs. Par exemple, la Yougoslavie de Tito rompt avec l'URSS en 1948. La Chine maoïste s'éloigne également du modèle soviétique dans les années 1960. Merci beaucoup, Pierre Grosset, pour cette explication de ce monde bipolarisé. Ce qui est sûr avec vous, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Radio Histoire, la radio du pouvoir. Sans transition, nous accueillons maintenant 2 invités exclusifs sur le plateau, Yuri Gagarin et Neil Armstrong. Bonjour messieurs, c'est un plaisir de vous accueillir sur Radio Histoire. Bonjour mon camarade, moi être russe et je suis le premier homme à être allé dans l'espace. Je vous salue. Moi au moins je suis arrivé en premier jusqu'à la Lune. Un exploit nettement plus marquant que ce petit pas que vous avez fait. En comparaison, l'Amérique, elle, a fait un beaucoup plus grand. Certes, vous les capitalistes avez marché sur la Lune, mais l'URSS devance les Américains dans la conquête spatiale. En 1957, Sputnik 1 est le premier satellite artificiel placé en orbite par l'URSS. La même année, nous avons aussi mis en orbite la chienne Laika, premier être vivant dans l'espace. Et surprise, elle était rousse. Et tout cela avant même la création de la NASA en 1958. Oh, je dois reconnaître que vous avez une légère avance technique au début de cette course. Néanmoins, notre mission Apollo 11 vous dépasse dans tous les domaines. De plus, dois-je mentionner que suite à la conquête, on a pris de plus grandes dimensions, bien plus extraordinaires, sur l'exploration de planètes lointaines, telles Vénus et Mars, mais j'en passe. Et oui, ce fut une course très serrée en effet. J'ai aussi entendu dire que les tensions ont diminué et que vos 2 patries ont fini par collaborer sur certains projets. Il est vrai que nos relations se sont améliorées et que la mission Apollo-Soyouz du 15 juillet 1975 fut un succès. Oui, nous nous en félicitons. Je pense que nous sommes arrivés à égalité sur le plan de l'armement aussi. Nos pays ont développé la bombe H, les bombardiers, les sous-marins et les missiles intercontinentaux. Et oui, en effet, la dissuasion nucléaire a fait ses preuves. Mais comme le dirait le philosophe Raymond Aron, l'équilibre de la terreur semble rendre la paix impossible et la guerre improbable. Merci d'être venu. Nous allons maintenant appeler Dalia, qui se trouve en pleine crise de Berlin et qui a la chance d'avoir à ses côtés 2 anciens espions, Anthony Blunt et Eli Cohen. Tout ceci est possible, je le rappelle, grâce à notre technologie propriétaire d'intelligence artificielle qui nous permet d'interagir avec différents personnages historiques à n'importe quelle époque. Radio Histoire, la radio du pouvoir. Bonjour Cédric, j'ai beaucoup de questions en tête que je suis impatiente de poser. Anthony Blunt, à ma droite, plus connu sous le nom de Johnson, a été un des 5 de Cambridge, double espion pour la MI5 et le KGB. Et à ma gauche, Eli Cohen est un agent israélien qui a travaillé pour l'AMAN, service de renseignement militaire israélien. Mais bon, nous savons tous que les États-Unis et Israël sont des alliés et que leurs intérêts étaient les mêmes. Avant de commencer, je suis intriguée et j'aimerais savoir ce qui vous a amené à accepter notre invitation à témoigner. Bonjour Dalia, en effet je sais que depuis que la première ministre Thatcher a révélé mon identité, j'ai évité la presse et tout témoignage.
Cependant, je me sens prêt à témoigner en ce jour et je pense qu'il est désormais temps de vous délivrer ma vérité à moi. Si les États-Unis et l'URSS se sont toujours affrontés indirectement, et je parle notamment de la guerre du Vietnam et la guerre de Corée, je pense qu'il est bon de rappeler l'importance du renseignement et des espions pendant la guerre froide. Pourquoi être agent double, monsieur Anthony ? Pour être honnête avec vous, je ne suis pas satisfaite du modèle économique capitaliste et j'ai été séduit par le communisme et ses valeurs. Il était donc important pour moi de servir non pas mon pays, mais mes idées dans lesquelles je crois. J'ai donc fait ce qui semblait juste selon moi. Vous parlez ici de servir vos idées et non un pays. Est-ce cela pour vous, Eli Cohen ? Est-ce le cas pour vous, Eli Cohen, et de quelle manière le faisiez-vous ? En d'autres mots, quel était votre rôle ? Non. Pour mon cas, mes opinions et idées sont passées après mon pays, même si je peux comprendre, dans une certaine mesure, le choix cornélien de Anthony. J'ai effectué un travail d'espionnage en Syrie, où j'ai développé mes relations étroites avec la hiérarchie politique et militaire, et je suis devenu le conseiller principal du ministre de la Défense. Les renseignements que j'ai recueillis avant mon arrestation ont constitué un élément important dans la victoire d'Israël sur la Syrie et la conquête du plateau du Golan pendant la guerre des 6 jours. En parlant de renseignements, est-ce vrai que Berlin peut être considéré comme une plaque tournante de l'espionnage ? Alors, je n'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir faire un séjour à Berlin à cause d'empêchements, mais on peut clairement dire qu'aujourd'hui, Berlin est la ville de l'espionnage et du renseignement, puisque Berlin-Ouest est un bastion avancé du monde occidental en pleine Europe communiste. Staline, qui a eu la volonté d'asphyxier Berlin-Ouest par un blocus entre juin 1948 et mai 1949, mais le pont aérien des Américains a permis aux Berlinois de l'Ouest de tenir bon. Nous avons ensuite assisté à la création de la République fédérale allemande, la RFA, à l'ouest, ainsi que de la République démocratique allemande, la RDA, à l'est. Je pense notamment au pont Glienicke qui illustre cet affrontement entre les États-Unis et l'URSS. Oui, Eli Cohen a tout à fait raison. Berlin représente clairement un monde bipolaire. Nous avons la présence dans ce territoire des 2 blocs. C'est donc un trésor d'informations pour tout le monde. Berlin-Ouest est une provocation permanente pour la RDA, car elle constitue une échappatoire aisée pour un grand nombre d'Allemands de l'Est candidats à l'exil. En RDA, des conditions de travail toujours plus contraignantes imposées par le Parti socialiste unifié, le SED, mené par Walter Ulbricht, font que les Berlinois de l'Est envient la prospérité économique des secteurs occidentaux. Les 16 et 17 juin 1953, des grèves insurrectionnelles éclatent à Berlin-Est, mais sont vite réprimées par l'intervention militaire de l'armée soviétique. Suite à cela, plusieurs centaines de milliers d'Allemands de l'Est fuient vers la RFA. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Anthony. En effet, il y a eu un exode de plus de 2 millions de personnes en moins de 10 ans. Suite à cela, des ouvriers est-allemands encadrés par l'armée ont construit un mur séparant l'Est et l'Ouest de Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Considéré comme le symbole le plus tangible de la guerre froide et du déchirement de l'Europe, les puissances occidentales ne peuvent plus protester que par les mots. C'est pour cela que le 26 juin 1963, le président John Fitzgerald Kennedy proclame « Ich bin ein Berliner ». Eli Cohen, vous avez mentionné la guerre de Corée. Pouvez-vous nous éclairer sur la crise de Corée ? Bien sûr. L'armée d'intervention de l'ONU, menée par le général Douglas MacArthur, repousse l'armée nord-coréenne au-delà de Pyongyang et se rapproche des frontières de la Chine. Une armée de volontaires chinois intervient donc non officiellement et repousse les forces occidentales à la 38e parallèle. La guerre s'enlise. Après 3 ans de guerre et 2 millions de morts, la Corée retrouve sa division d'avant la guerre. Oui, et je pense aussi important de préciser que ce conflit témoigne de l'équilibre des forces entre bloc de l'Est et bloc de l'Ouest. Eli Cohen et agent Anthony, merci beaucoup pour votre temps. Nous allons maintenant nous téléporter en 1962 afin de pouvoir accueillir 3 très grandes personnalités de notre époque. John Fitzgerald Kennedy, président démocrate des États-Unis, le révolutionnaire Fidel Castro et Nikita Khrouchtchev, dirigeant de l'URSS de 1953 à 1964. Radio Histoire, la radio du pouvoir. Il ne faut pas l'oublier, ils sont au bord d'un affrontement nucléaire depuis le blocus maritime et le monde entier attend impatiemment de voir ce qui va se passer. Tout d'abord,
Que pensez-vous des accords de coopération commerciale et militaire entre les régimes cubains et soviétiques? Et que pensez-vous du fait que Castro ait nationalisé les propriétés des entreprises américaines à Cuba? Bonjour, je pense qu'il est de notre devoir d'aider nos compatriotes de l'Ouest. Cuba, un pays fraîchement devenu communiste, se situant auprès d'un territoire de capitalistes américains, doit se sentir capable de répondre à une attaque de leurs voisins. Le Cuba étant un pays communiste situé loin de l'Europe, il est juste de renforcer cette nouvelle nation économiquement et militairement semblable à la nôtre. Aussi, il est important de mettre notre arsenal de missiles à Cuba, donc auprès des États-Unis, afin de les dissuader d'enclencher une guerre. Ensuite, je pense tout de même que Castro a le droit de nationaliser les propriétés des entreprises américaines. Les Cubains ont été sous l'emprise des Américains trop longtemps et sont tout simplement en train de récupérer leurs biens. Écoutez, mes frères communistes m'ont aidé en voyant notre débauche économique. Je ne vois pas où est le mal à développer et diversifier nos atouts économiques. Vous, les capitalistes, ne comprenez rien à notre modèle. De plus, après avoir exploité économiquement pendant des décennies, il est de droit de nationaliser les commerces et d'en développer d'autres avec nos partenaires idéologiques. Cette coopération est une grande menace pour les Américains et les Occidentaux en général. Toutefois, le bloc d'Occident tiendra bon face à cette menace, même si elle se trouve très proche de la côte de la Floride. Les Soviétiques auront beau envoyer des missiles, cela ne va guère continuer vu que nous mettons en place des mesures drastiques contre cela. Et pour ce qui concerne la nationalisation des entreprises américaines sur le sol cubain, nous avons mis en place le 3 février 1962 un blocus d'une durée indéterminée. Sachant que nous représentons 67% des exportations cubaines et 70% de leurs importations, ce blocus semble être la réponse adéquate aux politiques mises en place par le gouvernement de Fidel Castro, car il aura un impact significatif sur leur économie, mais c'est le prix à payer lorsqu'on ne s'allie pas avec nous et qu'on représente une menace. Quelle a été votre réaction le 14 octobre 1962 lorsqu'on vous a signalé la présence des cargos soviétiques chargés de missiles en route vers la petite île de Cuba, ainsi que les rampes de lancement? Alors que j'étais dans mon bureau ovale, j'ai reçu un appel inattendu de mon secrétaire de défense Robert Strange McNamara qui m'informa que nos avions ont, comme vous l'avez précisé, repéré des cargos soviétiques chargés de missiles en route vers Cuba et des rampes de lancement pour des missiles de moyenne portée. Ainsi, j'ai pris l'initiative immédiate d'instaurer un blocus maritime en fermant les voies d'accès vers Cuba. Et je n'hésiterai pas à engager notre pays dans un conflit si tout navire soviétique ne respecte pas la quarantaine que j'ai décidé d'imposer. Ma foi, pour moi, tout baignait. Je fumais mon cigare en sirotant mon rhum, quand, tout à coup, j'ai appris que ces sales capitalistes cherchaient encore à contrecarrer mes plans. Avec Khrouchtchev, encore un de leurs coucous américains survolait nos terres, et, à la recherche de missiles, je l'ai donc descendu. Il l'avait bien cherché. Bon, après ça, Kennedy et moi, on n'a pas été en très bons termes. Il a voulu nous exproprier, comme avant mon arrivée au pouvoir, avec son blocus injuste. Toujours essayer d'étouffer notre économie. Je trouve cela dommage que les États-Unis ont décidé d'imposer un blocus, mais mon petit camarade avait besoin de mon soutien. Nous, les Soviétiques, luttons contre le capitalisme américain qui cherche toujours à jouir des biens qui ne sont pas les leurs. Il y a tout un peuple cubain qui n'a pas eu leurs droits humains pendant un certain moment. On essaye tout simplement de leur venir en aide et qui n'est pas à succomber à cette pression des Américains. Ma prochaine question s'adresse maintenant à vous, Monsieur Khrouchtchev. Pourquoi faire livrer secrètement des fusées offensives à moyenne portée? Est-ce que la possibilité d'un affrontement nucléaire était votre intention première, ou est-ce un effet que vous n'aviez pas considéré? Il s'agissait d'un simple commerce entre pays soviétiques. Livrer des fusées secrètement est une manière de ne pas se faire intercepter par les États-Unis. Les États-Unis sont une menace pour le nouveau régime instauré au Cuba. Nous voulons juste fournir de la sécurité au peuple et qui ne soit pas repris sous l'emprise des Américains comme auparavant avec Batista. Notre but était plus la dissuasion que l'affrontement nucléaire. Je viens de recevoir une information. Les bateaux soviétiques viennent de rebrousser chemin. Mais que s'est-il passé? En effet, je voudrais remercier notamment l'ONU et la coopération de M. Khrouchtchev qui a su désescalader les tensions entre nos deux blocs car cette menace perpétuelle de guerre atomique doit cesser. Ainsi, nous nous sommes mis d'accord de retirer nos missiles en Turquie et de ne pas envahir Cuba. En contrepartie, les bateaux soviétiques qui étaient en route pour Cuba doivent faire demi-tour. Une joie que cette présence américaine va finalement être levée et que notre commerce va à nouveau prospérer.
Je suis certain que dorénavant, les capitalistes ne chercheront plus à nous envahir, car nous avons l'appui de notre allié puissant soviétique Khrouchtchev. À vrai dire, il me semblait pas raisonnable de rentrer dans un affrontement nucléaire. Mettre les nations communistes en danger n'est pas notre but pour de puériles provocations du bloc de l'Ouest. Cela fait encore preuve de l'agressivité américaine qui veut susciter une réaction de notre part. Ceci voudrait-il dire que vous avez l'intention de renforcer le dialogue ? Bien sûr, ce que désire le peuple américain avant tout est d'éviter toute forme de guerre et de renforcer le dialogue avec le bloc soviétique. Pour cela, nous allons mettre en place une ligne téléphonique directe, le téléphone rouge, qui a pour but de désamorcer les tensions et de mener des négociations de manière pacifique. Vous, les Américains, avez de grands idéaux et aimez faire beaucoup de bruit face à ces événements. Mais malgré la ligne téléphonique entre les deux blocs, vous continuez à mépriser les petits pays que nous sommes. Nous n'avons pas notre mot à dire dans vos grandes discussions, mais bon, tant que vous respectez notre indépendance... Contrairement à ce que vous pensez, les Américains ne méprisent en aucune sorte votre pays tout à fait légitime d'être un pays souverain. Alors que nous tentions d'apaiser les tensions, je ne trouve guère productif de lancer des propos provoquants alors que nous tentons de trouver un terrain d'entente. En ce qui concerne les négociations, vous avez votre part à dire, d'autant plus que vous êtes un pays riverain à nous. On peut se le dire, suite à ces malheureux événements, nous avons compris que si une correspondance directe entre nos deux idéologies n'était pas tenue, les capitalistes n'auraient pas à mettre notre monde à feu et à sang. C'est dans cette optique de canaliser que nous surveillerons les mouvements des Américains et en échange, ils feront de même avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je repasse maintenant la parole à notre présentateur sur Radio Histoire, la radio du pouvoir. Merci Dalia, quelle interview. Je suis sûr que vous avez scotché tous nos auditeurs. Eh bien, suite à la crise de Cuba, nous avons observé une période de détente atteignant son apogée avec le traité SALT I en 1972, un traité sur la prévention de la guerre nucléaire, signé par Léonid Brejnev et le président Nixon, ainsi que la conférence d'Helsinki en 1975, signée par 35 États. C'est durant cette période de détente que les blocs sont soumis à des contestations internes et confrontés à l'émergence de nouveaux acteurs internationaux. Cela se déroule par le biais de la décolonisation qui a pour facteur deux superpuissances anticolonialistes, les métropoles ayant perdu leur prestige, le nationalisme colonial et la charte de l'Atlantique signée en 1941. La décolonisation de l'Afrique et de l'Asie peut se faire par négociation avec la métropole ou par une guerre de décolonisation. Afin de mieux comprendre, nous allons étudier l'exemple des guerres d'Indochine et du Vietnam, qui montrent comment on passe d'une guerre de décolonisation à une guerre froide. Je vais passer la parole à notre historienne de Radio Histoire spécialisée dans ces conflits. Je suis sûr qu'elle vous a manqué, et oui, allez, on retrouve Dalia. Radio Histoire, la radio du pouvoir. Rebonjour Cédric, je vais donc revenir rapidement sur la guerre d'Indochine, cette guerre d'indépendance qui s'inscrit dans un contexte de guerre froide en Asie. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et dans un contexte de bouleversement des équilibres internationaux, s'ouvre la période des décolonisations. Les peuples colonisés vont commencer à exprimer leurs aspirations à l'indépendance. Et dès 1945, la domination française de l'Indochine, colonie française depuis la fin du XIXe siècle, est contestée par les communistes indochinois. L'Indochine se soulève alors en août 1945, ce qui conduit à la guerre d'Indochine. Cette guerre oppose l'armée française, soutenue par les États-Unis, au Viet Minh, organisation politique et paramilitaire communiste soutenue par l'URSS et la RPC. La guérilla Viet Minh est composée de centaines de milliers de soldats, formés pour lutter contre la puissance coloniale et menés par des personnalités comme Ho Chi Minh ou le général Giap. Les civils ont également été impliqués dans la lutte contre les troupes françaises. Ceci a contribué à l'épuisement des troupes françaises. Le conflit aboutit à la suite des accords de Genève qui signent la fin de la fédération indo-chinoise. La France, battue, se retire en 1954 en laissant le Vietnam coupé en deux, communiste au nord, pro-occidental au sud. Cette situation génère un second conflit, la guerre du Vietnam, où les États-Unis interviennent en vain pour limiter l'expansion du régime communiste. Radio Histoire, la radio du pouvoir. Et toujours du côté de l'Asie, une autre guerre fait rage, entre 1955 et 1975, qui s'inscrit dans la guerre froide. Nous avons ici Lola, qui va nous renseigner sur la situation grâce à une trouvaille des plus incroyables.
Bonjour Lola. Bonjour Cédric, effectivement je vais vous parler aujourd'hui de la guerre du Vietnam qui a traumatisé les Américains. Comme l'a dit précédemment Dahlia, les Américains se sont impliqués simplement par peur que le Vietnam tombe dans le camp adverse. Grâce à une médiatisation très forte de cette guerre, nos équipes ont réussi à retrouver des archives sur cette période. Ce que vous allez donc entendre à la suite est une interview d'un soldat américain de 19 ans sur le terrain au Vietnam. Bonjour monsieur, cela fait combien de temps que vous êtes en service au Vietnam ? Honnêtement, je ne sais plus. Plus les jours passent, plus je perds la notion du temps. Je sais que j'ai été envoyé au Vietnam vers le milieu de la guerre avec mes camarades. Puis j'ai été blessé et maintenant j'attends d'être rapatrié aux États-Unis. Mais pourquoi vous êtes-vous inscrit ? C'est tout simplement que le gouvernement m'a promis de me payer une bourse pour l'université en retour de mon service. Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de bras droit et mes doigts de ma main gauche sont amputés. Je ne vais donc jamais pouvoir réaliser mon rêve de faire des études de droit maintenant. Et est-ce que vous regrettez d'avoir participé à cette guerre ? Dans une certaine mesure, oui. J'ai jamais voulu tuer des Viet Cong, moi. Moi, je voulais juste étudier. Mais bon, on doit servir notre pays, donc on n'a pas le choix. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est de voir la censure qu'opère le gouvernement dans la presse. Comment ça ? Comment le savez-vous ? Grâce au courrier, bien évidemment. Ici, sur le terrain, tout le monde sait que nous sommes en train de perdre la guerre. Mais ma famille, elle, n'est au courant de rien. Ils croient que nous gagnons. Vous venez donc d'entendre la voix d'un soldat désespéré de sa situation et il n'est pas le seul. En effet, le bilan humain est important avec 350 000 soldats américains blessés et mutilés et 60 000 qui ont péri dans cette guerre. De plus, cette guerre est marquée par une certaine injustice à cause du système de conscription mis en place par le gouvernement. En effet, même si les volontaires étaient relativement nombreux, beaucoup de citoyens américains étaient appelés. Ici, l'interview évoque le gouvernement qui promet des bourses pour inciter les jeunes, mais dans la majorité des cas, les hommes sont enrôlés contre leur gré dans l'intérêt de la défense du pays. Parmi eux, beaucoup ont fui, notamment au Canada. Ces hommes qui ne se sont jamais présentés au recensement sont appelés les insoumis. Pour le reste de la population, des citoyens américains qui ne se sont pas fait appeler, ils avaient soit une dispense, un sursis ou encore furent déclarés inaptes. Parmi ceux-là, il y avait les fameux objecteurs de conscience, refusant la guerre, mais il y avait également ceux qui se marièrent ou qui étaient charges de famille. Certains allaient même jusqu'à se mutiler pour échapper à l'incorporation. Mais la plupart s'inscrirent simplement à l'université ou entamèrent un 3e cycle. Ainsi, vous pouvez vous douter que la moyenne d'âge était très jeune, seulement de 19 ans. Vous vous demandez sûrement comment cette guerre a pris fin. C'est sous la pression populaire internationale et de l'opinion publique que l'armée américaine se retire en 1973. La guerre continue cependant jusqu'à que le Nord-Vietnam s'empare de Saigon, la capitale du Sud, et la guerre prend fin. Ainsi réunifié, le Vietnam devient la République socialiste du Vietnam en 1975. Merci beaucoup Lola pour ce témoignage poignant. Afin de continuer à répondre à notre problématique, qui je le rappelle est la suivante, comment s'organisent les relations internationales entre 1949 et le début des années 1970, nous allons donc nous intéresser à l'émergence du tiers-monde qui s'organise face aux deux grands. Mais Cédric, qu'est-ce que le tiers-monde ? Eh bien, c'est une très bonne question. C'est l'expression créée par Alfred Sauvy en 1952 qui désigne les pays en développement souvent issus de la colonisation. Deux voies se dégagent. D'une part, le mouvement des non-alignés, refusant de prendre part dans la guerre froide, et d'autre part, le mouvement panarabe. Afin de mieux comprendre tout cela, Radio Histoire vous offre un reportage inédit. Radio Histoire, la radio du pouvoir. Le monde est pris entre les deux géants. D'un côté, les États-Unis capitalistes, qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de l'autre, l'URSS communiste, qui encourage les populations colonisées à se libérer de l'impérialisme occidental. Coincé entre ces deux pôles se trouve un monde sous-développé, issu de la colonisation, se formant petit à petit et constituant plus de 70 nouveaux États en Afrique et en Asie. Au lendemain de la guerre d'Indochine, les nouvelles puissances asiatiques veulent accélérer le processus d'indépendance. Pour cela, les pays du tiers-monde organisent donc la conférence de Bandung. Lors de la conférence, entre le 18 et le 24 avril 1955, 29 pays asiatiques et africains, issus du tiers-monde, vont essayer de se créer une place sur la scène internationale. C'est leur première prise de parole.
L'Indonésie, le Myanmar, le Sri Lanka, l'Inde et le Pakistan sont les pays hôtes à cette conférence, et ils souhaitent créer un troisième bloc entre les États-Unis et l'URSS pour contrer la bipolarisation du monde. Lors de la conférence, les pays affirment leur volonté d'indépendance, et les pays encore colonisés sont incités à lutter pour leur indépendance. L'année suivante est né le mouvement des non-alignés, qui regroupe les pays qui ne s'alignent ni avec le bloc de l'Est, ni avec le bloc de l'Ouest, et qui votera à l'ONU la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. La sortie des pays du sous-développement devient un objectif majeur, ce qui entraînera la signature d'une alliance pour le progrès entre les États-Unis et les pays d'Amérique latine, et ce qui conférera à ces derniers la création de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui aidera au développement du tiers-monde, en soutenant le nouvel ordre économique international, le NOEI. En Afrique, l'unité culturelle aboutit à la Ligue arabe, qui développe et promeut le panafricanisme. D'autres revendiquent de nouvelles frontières comme l'Organisation de l'Unité africaine. La sortie du sous-développement s'est déroulée en 3 temps. Dans un premier temps, les pays du tiers-monde se divisent en 3 avec les pro-occidentaux, comme le Japon, l'Iran et la Turquie, les communistes, comme la Chine et le Vietnam, et les non-alignés, comme l'Inde par exemple. Les non-alignés ont du mal à tenir leur position de neutralisme. Certains penchent vers le côté Est et condamnent l'impérialisme et le néocolonialisme auxquels les Occidentaux soumettent les pays modérés. Dans un second temps, les non-alignés, en quête d'assistance, se rapprochent d'un des 2 grands en fonction de leur idéologie, de leur motivation géopolitique ou de leurs anciennes puissances colonisatrices, ce qui va donner au Royaume-Uni le Commonwealth et en France le France-Afrique. Les 2 grands, de leur côté, utilisent le tiers-monde pour s'affronter en s'intégrant dans des guerres civiles ou en s'intégrant dans des conflits entre différents États du tiers-monde pour pouvoir les rallier à leur idéologie. Dans un troisième temps, les pays du Sud réclament un nouvel NOEI et les non-alignés dénoncent une division internationale du travail par les pays Nord qui est une source de sous-développement. Dans les années 70-80, l'ONU et les conférences Nord-Sud procèdent à une réduction des droits de douane perçus par les pays riches sur les importations en provenance des pays pauvres. Les pays du Sud ont des voies de développement divergentes et le choc pétrolier de 1973 creuse encore plus un fossé entre les pays du tiers-monde. Les pays pétroliers et certains pays d'Asie deviennent des NPI, nouveaux pays industrialisés, et émergent du sous-développement. Ils ne sont qu'une 12aine. En opposition, la plupart des pays d'Afrique noire s'enfoncent dans les difficultés. Merci pour ce reportage palpitant. Nous allons maintenant nous pencher sur l'émergence de la Chine, nouvel acteur international et source de nouvelles tensions. Pour cela, je vais faire appel à Louise, notre spécialiste de l'Empire du Milieu. Merci Cédric. Donc, alors que les États-Unis et l'URSS s'affirment comme les 2 grandes puissances mondiales durant la guerre froide, cette époque a également vu émerger la Chine populaire. La République populaire de Chine, soutenue dès 1950 par l'URSS communiste, cherche dès la mort de Staline en 1953 à devenir le leader du tiers-monde. Et c'est d'ailleurs pourquoi le premier ministre Zhou Enlai était présent à la conférence de Bandung en 1955. Elle commence alors à proposer un modèle alternatif du communiste soviétique. Cette volonté de proposer un modèle alternatif s'est instaurée petit à petit, d'abord par le désaccord de Mao envers la politique de Khrouchtchev en 1954, qui a donc entraîné la fin de l'aide économique de l'URSS envers la Chine et qui a été suivi du refus de la Chine de signer le traité de Moscou en 1963. Tout ceci est accompagné d'une émergence de la République populaire de Chine sur la scène internationale. On pense alors à la période de détente entre Mao et Nixon dans les années 70, puis au rapprochement des pays de l'UE avec la Chine pour affaiblir l'URSS, mais surtout, on rappelle que la République populaire de Chine se voit reconnue à l'ONU alors que Taïwan en est exclu. Après l'Asie, faisons maintenant place au Proche et Moyen-Orient, une région sous tension qui s'éloigne de l'influence européenne, comme le témoigne la création de l'État d'Israël en 1948 et la nationalisation du canal de Suez. En vue de sa richesse pétrolière, cette région devient rapidement un enjeu stratégique de la guerre froide. Nous y constatons également des affirmations nationalistes et religieuses qui témoignent de la division des divers États arabophones malgré l'idéal du panarabisme.
visant à unifier tous ces États au sein de la République arabe unie. Et on m'annonce dans l'oreillette que c'est Colline qui prend la relève. À toi Colline, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, de la guerre des 6 jours, mon cher Cédric. Revenons sur cette période qui oppose les pays arabes réunis sous le panarabisme à l'État d'Israël. Nasser, en fermant le canal de Suez aux Israéliens, a signé la défaite totale de l'Égypte. En effet, Israël a décidé de bombarder l'aviation égyptienne et de reprendre toute la Cisjordanie ainsi que d'occuper la bande de Gaza. Suite à cela, on retrouve plusieurs conséquences. Israël occupe le canal de Suez jusqu'en 1975, puis en 1977, El Sadat reconnaît l'existence de l'État israélien et récupère le Sinaï. L'armée israélienne occupe la bande de Gaza qui ne sera évacuée qu'en 2005. En 1979, la République islamique d'Iran est fondée après une révolution. Cette république est anti-américaine et anti-occidentale. Les Occidentaux trouvent un allié, l'Irak, qui a déjà mené une guerre contre l'Iran de 1980 à 1988. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, chassée de Palestine, s'installe donc au Liban et commet des attentats et des détournements d'avions. La question palestinienne devient donc internationale. Merci Colline, rapide et concise comme toujours. Radio Histoire, la radio du pouvoir. Je vous propose de changer totalement d'univers tout en restant dans le thème des revendications en nous penchant sur les manifestations principalement étudiantes, symboliques des années 1968. Nous retrouvons donc Hippolyte sur le plateau pour nous en parler. Bienvenue. Merci Cédric de m'accueillir sur votre plateau. Je vais maintenant vous parler de l'année 1968, où on a vu surgir de nombreux mouvements de contestation dans le monde entier. Les acteurs de celle-ci étant des étudiants en grande partie, ces jeunes dynamiques remettent en cause l'ordre bipolaire du monde. En Tchécoslovaquie, le printemps de Prague amorce une période de libéralisation politique sous la conduite d'Alexandre Dubček, qui prône un socialisme à visage humain. Mais le printemps s'achève brutalement avec l'invasion des troupes soviétiques du pacte de Varsovie en août, ce qui provoque une grande vague d'émigration. L'un des moments les plus marquants photographiés pendant l'envahissement de la Tchécoslovaquie est celui des manifestants pragois qui entourent un char d'assaut soviétique. Un moment médiatisé qui montre le mécontentement des États satellites sous l'emprise de l'URSS. Les étudiants d'Allemagne, de France et des États-Unis s'expriment d'une manière non violente pour dénoncer le caractère disproportionné de la guerre de Vietnam. Du côté du sol américain, les manifestations s'enchaînent, notamment avec un tournant en 1971 de l'opinion publique qui se demande réellement si la guerre du Vietnam en vaut la peine. Nous avons d'ailleurs pu interviewer une jeune étudiante en sociologie. Il s'agit d'une hippie participant à la marche au Pentagone en 1968. Qu'est-ce que votre but en participant à cette manifestation ? C'est évidemment de promouvoir la paix et de faire pression sur le gouvernement de Nixon pour arrêter ce bain de sang. Pour quelles raisons pensez-vous que les Américains assiègent des bâtiments publics comme Washington, la Maison-Blanche, le Pentagone, le département d'État et le Capitole ? Tout simplement pour manifester notre désaccord avec les décisions prises par l'État vis-à-vis de la guerre du Vietnam, mais surtout pour qu'il arrête de nous mentir en censurant la situation sur le terrain, et de nous dire que tout va bien et que l'on gagne la guerre, quand clairement ce n'est pas le cas, vu tous les corps que l'on enterre chaque jour. Cette facette hippie, qui prône la non-violence, est aussi proposée dans l'œuvre photographique de Marc Ribot, La fille à la fleur, réalisée le 21 octobre 1967 à Washington lors d'une importante manifestation contre la guerre du Vietnam. On remarque une jeune manifestante, Jane Rose Casimir, qui se détache de la foule allée au Pentagone et tient une fleur à proximité de baïonnettes des autorités américaines. Les émeutes aux États-Unis ne s'arrêtent pas au mécontentement face à la guerre du Vietnam. Il y a aussi des manifestations en avril suite à l'assassinat de Martin Luther King, un icône pour la cause des droits civiques aux États-Unis. Le Black Panther Party, qui promouvoit le développement de l'égalité et des droits entre les communautés, notamment pour la communauté afro-américaine, a vu son développement en grande partie grâce à l'influence de Martin Luther King. En octobre 1968, les gagnants du 200 mètres des JO au Mexique, deux Américains, Tommy Smith
et John Carlos, qui obtiennent respectivement l'or et le bronze, ont levé leur poing sur le podium. Un symbole du Black Panther Party qui donne la force à la communauté afro-américaine, mais qui a cependant fait scandale. Radio Histoire, la radio du pouvoir. Merci beaucoup Hippolyte, c'était vraiment très intéressant. Et avant de clore l'émission, je vous propose un dernier bond en 2020 où l'on remarque des similitudes avec une nouvelle guerre froide. En 2020, certains historiens et géopolitologues font une analogie entre la projection chinoise sur la mer de Chine et la construction de la ligne Maginot française à la veille de la Seconde Guerre mondiale. D'autres y voient le début d'une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine, s'imposant comme les deux puissances mondiales du XXIe siècle. Cependant, l'économie soviétique, basée sur le commerce avec ses États satellites, diffère du modèle économique chinois, dépendant des échanges commerciaux avec les États-Unis. Ainsi, il est peu probable que les tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Chine aboutissent à une nouvelle guerre froide. Cependant, nous pouvons tout de même nous intéresser aux points communs, notamment lors des phases de détente. Radio Histoire, la radio du pouvoir. Radio Histoire étant une radio du futur dotée d'une super intelligence artificielle, nous connaissons bien évidemment la suite. Cependant, pour que la vie reste amusante, nous n'allons pas vous la dévoiler. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est déjà la fin de cet épisode, axé sur la bipolarisation et l'émergence du tiers-monde. Retrouvez-nous la semaine prochaine à la même heure pour une émission sur les conséquences stratégiques du Covid-27 dans la 3e guerre mondiale qui fait rage, ainsi que sur l'invasion des extraterrestres de 2048. Merci d'avoir passé du temps avec nous sur Radio Histoire, la radio du pouvoir. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify et à laisser un commentaire positif sur Google Radio. Sur ce, chers auditeurs, passez une excellente journée.